Alors voilà, donc après ce petit exercice exploratoire, nous allons pouvoir commencer à, donc comme je disais, mettre un petit peu de mathématiques et d'équations sur tout ça. Vous allez voir qu'en réalité, l'outline qu'on va suivre est tout à fait similaire à ce qu'on a pu faire pour les systèmes à 1 degré liberté. Donc c'est la raison pour laquelle on a passé autant de temps pour étudier la dynamique des systèmes à 1 degré liberté. Donc si je résume rapidement ce qu'on a fait, on a étudié les systèmes sous réponse libre. Ça nous a permis de donner une signification à la fréquence propre, par exemple. Vous vous souvenez qu'on avait simplement défini comme étant racine carrée de k sur m, et puis on s'est rendu compte que c'était la fréquence à laquelle la structure allait vibrer, si elle était libre de vibrer. On a discuté ensuite de chargement impulsionnel qu'on a étudié, qu'on a analysé, et puis qu'on a généralisé aux cas de charge qui sont des charges harmoniques. Et dans ce cas-là, on a dit que la réponse du système à 1 degré liberté, à l'instant t, pouvait s'exprimer comme une intégrale de convolution, donc h de t moins tau fois p de tau des taux. Et en revanche, quand on a fait l'analyse dans le domaine fréquentiel, on a d'abord fait l'étude de la réponse à une sollicitation harmonique, et puis on a déterminé la réponse de la structure comme étant simplement le résultat d'un produit dans le domaine fréquentiel. Et donc, en fait, on voit la sollicitation comme une somme de composantes harmoniques dont les amplitudes sont données dans la transformée de Fourier. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait pour le système à 1 degré liberté. En fait, on pourrait juste copier-coller le même schéma que celui-là, mais je vais le retourner, je vais le présenter dans un autre sens, en parlant d'abord de base. Donc, je vais d'abord vous parler de la base nodale, parce que c'est l'extension directe de ce qu'on vient de faire. Donc, chaque fois qu'on voit un scalaire, on met un vecteur. Chaque fois qu'on met un vecteur, on met une matrice. C'est un petit peu ce qu'on a fait avec la routine Newmark MDDL au lieu de Newmark tout court. Et ensuite, je vous parlerai de la base modale, qui en réalité est une méthodologie qui est bien plus futée que la méthodologie nodale pour analyser la réponse dynamique d'une structure à plusieurs degrés de liberté, parce qu'on est capable au minimum de comprendre et de décortiquer son comportement. Ok, donc on pourrait représenter exactement le même schéma, mais donc on va le faire un petit peu différemment. Je vais vous parler donc d'abord de chargement harmonique, je vais vous parler de charge impulsive. Tout ça essentiellement donc pour commencer dans la base nodale, et quand tout ça sera terminé, alors on parlera de la réponse libre, et enfin de la réponse libre, qui est quelque chose qui va nous permettre d'établir ce qu'on appelle la base modale. D'accord, donc je commence par la base nodale. Pour faire la différence déjà entre base modale et base nodale, on peut constater que dans nodale, il y a un n, et dans modale, il y a un n comme nœud, ce qui signifie qu'en fait, on va garder comme inconnu les déplacements au nœud du modèle, ou des degrés de liberté du modèle, et dans un modèle qui est un modèle modal, on va garder comme inconnu les modes, donc les amplitudes de mode, c'est-à-dire de forme, dont maintenant on a bien compris le fonctionnement et l'existence. Ok, donc pour commencer dans la base nodale, ok, on va étudier la réponse dans le domaine fréquentiel, donc c'est-à-dire la généralisation de ce qu'on a ici, Q égale H fois P. À partir du moment où on a décidé que le passage de scalaire à vectoriel, donc c'est-à-dire d'un scalaire Q vers un vecteur Q qui comporte les transformées de Fourier de tous les degrés de liberté des déplacements à tous les nœuds de la structure, d'accord, on est dans une base nodale, mais on l'obtient simplement en remplaçant les informations scalaires par des vecteurs ou des matrices selon appropriées. Et donc ici, on a la transformée de Fourier des déplacements au nœud du modèle, et ici, on a la transformée de Fourier des sollicitations. Force extérieure au nœud du modèle. D'accord, donc en fait, on est passé d'un système qui était un système scalaire à un système qui est un système vectoriel, n ligne, une colonne, n ligne et n colonne, n ligne et une colonne. Okay, chacun des éléments dans ces vecteurs ou matrices étant une fonction de oméga. Alors on va se permettre de prendre notre raccourci, qui est le raccourci dont on a parlé tout à la fin dans l'étude des systèmes à 1 degré de liberté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement appliquer la transformée de Fourier membre à membre à l'équation du mouvement.
Et si on applique la transformée de Fourier appliquée donc membre à membre à l'équation du mouvement, donc ça veut dire que je vais simplement multiplier chaque membre de l'équation par l'exponentielle de moins i oméga t dt, et puis je vais intégrer. Et donc en fait en faisant ça, on voit bien qu'on intègre par rapport au temps, donc on se fait quitte du temps, mais en contrepartie, on introduit oméga, qui est le nouveau paramètre du problème. Donc le paramètre qui avant était le temps dans le domaine temporel devient oméga, une fréquence dans le domaine fréquentiel. Ok, et en faisant ça, je peux me permettre de passer rapidement les détails, mais on sait bien que la transformée de Fourier de x, le vecteur des déplacements, va nous donner un vecteur transformé, qui est une fonction de oméga. La transformée de Fourier de la vitesse nous donne i oméga x, et de l'accélération, i oméga au carré, donc c'est-à-dire moins oméga carré fois x. En remettant le x en évidence, on obtient la seconde ligne. Et puis finalement, on peut donc écrire, en faisant passer tout ceci au membre de droite, x est égal à h fois p, et nous y sommes précisément. C'est ce que je voulais vous introduire tout à l'heure dans l'introduction. D'accord, j'ai utilisé le symbole q, mais je pourrais utiliser x pour montrer qu'on a un système à plusieurs degrés de liberté. Donc l'analyse dans le domaine fréquentiel, elle nécessite quoi? Elle nécessite purement et simplement rien d'autre que de calculer les matrices de masse, raideur et amortissement. Ça, c'est un logiciel élément fini qui fait ça pour vous. On les assemble, et puis après, on va faire une boucle sur différentes valeurs des fréquences, okay, parce que oméga devient le nouveau paramètre du problème. Et oméga ne prend pas nécessairement et uniquement les valeurs qui sont égales aux valeurs des fréquences propres du problème, mais oméga peut prendre évidemment toutes les valeurs de fréquences. Donc on parle d'un continuum de fréquences. Et puis une fois que cette matrice est assemblée pour une valeur de oméga donnée, on doit l'inverser, et ça nous donne la fonction de réponse fréquentielle du système à plusieurs degrés de liberté H. Alors on peut écrire l'équation d'un élément de du vecteur x. Donc si je regarde le ième élément ici, on doit expliciter le produit matriciel sous forme d'une somme. Donc on a la somme sur j des h, ij, pj. Et si on suppose momentanément que pj de oméga est égal à 0, pour tous les j qui sont différents de k. Okay, donc quand j'écris pour tout j appartenant à 0 à n sauf k, ça veut dire que les p de j sont tous nuls, sauf p de k. Donc ça veut dire que dans la somme qui se trouve ici au-dessus, dans la somme, on ne conserve qu'un et un seul terme, celui pour lequel j est égal à k. D'accord? Donc celui-ci va nous donner h de i k oméga et pk de oméga. Ok? Donc c'est ce que j'ai repris ici en dessous. C'est le seul terme qui existe. Donc si on imagine en plus que P est d'intensité unitaire, qu'est-ce qu'on observe? En fait, on observe qu'on est capable de donner une signification physique à H. H, c'est quoi? Si la norme de P est égale à 1, en fait, on se rend compte que H, c'est X fois la phase de P, ou divisé par la phase de P. D'accord? Donc, en fait, H, IK, c'est quoi? Mais ce n'est rien d'autre que la réponse, qui a priori donc peut être complexe, du degré de liberté I, lorsqu'une charge harmonique unitaire est appliquée au degré de liberté K. Donc la norme de HIK représente l'amplitude de la réponse, et la phase de HIK, ou l'angle, représente le déphasage entre la charge et la réponse. Okay, donc en réalité, on a exactement la même signification que la signification qu'on a pour un système à 1 degré liberté. Et donc vous vous souvenez, quand on avait un système à 1 degré liberté, on a pu représenter deux diagrammes. Un diagramme comme ceci qui représentait l'amplitude de la fonction de réponse fréquentielle, qui avait un maximum au niveau du pic de résonance. Et ensuite, on avait pu représenter aussi la phase de la fonction de réponse fréquentielle qui passait de 0 à pi, avec une valeur égale à pi demi, au niveau de la fréquence propre du système. Mais en réalité, on a exactement la même chose ici. On a donc la fonction h, ik, donc la fonction h, si vous voulez, matricielle, est une fonction qui s'apparente et qui peut être interprétée exactement de la même manière, à condition de considérer le degré de liberté i et une sollicitation au degré de liberté k. Ok, donc si je reviens sur sa définition, la définition de la matrice H
est excessivement importante, il faut la retenir et la mémoriser, puisque c'est vraiment une information qui est très importante. Elle généralise, si je rappelle ce qu'on a fait dans le cas d'un système à 1 degré de liberté, on avait écrit moins m oméga carré plus i oméga c plus k inversé. On avait écrit 1 sur tout ça. Ok, donc on voit qu'on a vraiment une généralisation. Alors donc, une fois qu'on a les matrices qui sont bien déterminées, je vais reprendre simplement le même portique que le portique sur lequel on a déjà travaillé en introduction, donc dans la leçon numéro 10. On connaissait sa matrice de masse, on connaissait sa matrice d'amortissement et sa matrice de raideur. Et puis ce qu'on peut faire, on peut simplement observer la fonction h, qui est égale donc à l'inverse de m oméga carré i oméga c plus k. Et donc, on peut faire varier les valeurs de oméga qui apparaissent ici, depuis des valeurs qui sont négatives, très négatives, disons égales à moins 50 radians par seconde. Ici, je suis désolé, il nous manque un label d'axe. On a oméga en radians par seconde. Oui, oméga en radians par seconde. Et ensuite, on fait varier donc oméga depuis une valeur très petite vers une valeur très grande. Et on est capable donc de calculer les 3 éléments de la matrice H pour différentes valeurs de oméga. D'accord? Donc ce que vous voyez comme représentation là-bas à gauche, en fait ce n'est rien d'autre que ceci, c'est une matrice 3 x 3, ça pareil et ça pareil, 3 x 3. Donc la matrice H est une matrice 3 x 3 et chacun de ces éléments est une fonction de oméga. Donc si vous voulez, ceci c'est l'élément 1, 1 qui lui-même est une fonction de oméga, l'élément 1, 2 qui est une fonction de oméga, etc., etc. Et donc toutes ces matrices, on pourrait les stocker, si on a envie de les stocker par exemple dans MATLAB, on peut les représenter comme étant des matrices 3 x 3, et dans l'autre direction, on fait aller le nombre de fréquences qui nous intéresse, donc on fait aller oméga. D'accord? De sorte que, en fait, vous voyez ici une des fonctions qui se trouve là-bas. Je vais essayer d'en dessiner une. La première, voilà, je la repasse ici, ne représente en réalité rien d'autre que ce qu'on a dans la case 1,1 de la matrice ici. Donc on a deux vues qui sont deux vues équivalentes. Alors, qu'est-ce que physiquement donc, cette fonction de transfert ou cette fonction de réponse fréquentielle représente? H11 représente l'amplitude du degré de liberté 1 quand on applique une sollicitation au degré de liberté 1. Et donc, nos degrés de liberté sont numérotés de 1 à 3, depuis le bas vers le haut, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3. Et donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on regarde l'amplitude du déplacement 1 lorsqu'il est soumis à une sollicitation qui est une sollicitation harmonique avec une amplitude unitaire à cet endroit-là. Alors on a la même chose ici, H22, l'amplitude du degré de liberté 2 quand on sollicite le degré de liberté 2, l'amplitude du degré de liberté 1 quand on sollicite le 2, et symétriquement l'amplitude du 2 quand on sollicite le 1. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'amplitude du 3 quand on sollicite le 3. Et alors, on peut commencer à faire quelques comparaisons. Mais regardez par exemple la faculté de voir apparaître des pics. Donc on sait bien que si on vient exciter le degré de liberté 1 à différentes fréquences, donc en partant d'une fréquence basse, et puis en rejoignant une fréquence qui s'approche de la fréquence de résonance, on va croiser 1, 2 et 3 fréquences propres. Ok, donc on retrouve ici oméga 3, oméga 2, oméga 2, et ici oméga 1. Et donc on passe à travers les 3 fréquences propres qui sont les 3 fréquences de résonance de la structure. On pourrait vérifier que ces 3 valeurs de fréquences correspondent exactement à ce qu'on avait simulé dans l'exercice exploratoire. Vous vous souvenez, on avait fait un sine sweep qui allait de 1 radian par seconde à 51 radians par seconde, et on passait à travers les trois pulsations propres. D'accord? Donc ici on passe à travers les 3. Et évidemment, les positions des pics
puisque les positions des pics de résonance, vous vous souvenez, elles correspondent à des modes. Les modes correspondent à des formes globales. On avait le premier mode qui était quelque chose qui ressemblait à ceci, le deuxième mode était quelque chose qui ressemblait à ça, et le troisième mode était quelque chose qui ressemblait à ceci. Les modes sont des choses qui occupent tous les degrés de liberté. Donc ici, puisqu'on est dans une analyse en base nodale, relative au nœud de la structure, eh bien évidemment, c'est logique de retrouver, par exemple, si je regarde le degré de liberté 3, quand je l'excite au niveau du troisième étage, c'est logique de retrouver les mêmes valeurs des amplitudes des modes. Ok. Alors, il y a une chose qui est juste un peu particulière, c'est que, vous voyez, par exemple, H22, lui, on ne retrouve que 2 modes. Et c'est pareil pour ces deux voisins, de gauche et de droite. Donc ça veut dire que si j'excite la structure au nœud 2, en fait, je n'ai que l'impression de ne voir que 2 résonances. Pareil pour les deux voisins ici et ici. Donc si je l'excite au nœud 1 et que je regarde la réponse au nœud 2 ou vice-versa, eh bien en réalité, je ne vois que 2 modes de résonance. Okay, les seuls endroits où on voit 3 modes de résonance sont celui-là, celui-là, celui-là et celui-ci. Donc dès qu'on se trouve en réalité dans un degré de liberté qui touche le degré de liberté 2, d'accord, donc dans cette ligne et dans cette colonne, on ne voit que 2 pics. Alors pour quelle raison? Prenez une petite seconde pour réfléchir. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, on n'a que 2 pics, un ici et un là-bas? Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de voir le mode numéro 2? Eh bien en réalité, c'est parce que le mode numéro 2 est exactement, en fait, est un nœud. L'étage numéro 2 est un nœud du mode 2. Donc ça veut dire qu'on est incapable, quand on vient exciter la structure, que ce soit au degré de liberté 1 ou 3, quand on vient l'exciter avec une fréquence qui est égale à la fréquence du mode 2, comme par exemple ici, mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une réponse au premier degré de liberté, on va avoir une réponse au troisième degré de liberté qui a la même amplitude quasiment, mais qui est opposée. Donc la phase, je ne vais pas représenter la phase, mais elle devrait être opposée. Et par contre, quand je regarde au degré de liberté 2, je ne vois rien du tout. Parce que lui, le degré de liberté 2, donc le deuxième étage, est un nœud pour le mode numéro 2. Ok, c'est la raison pour laquelle on ne voit pas de pic apparaître à cet endroit-là. Alors donc, la fonction de réponse fréquentielle pour un système à plusieurs degrés de liberté est quelque chose qui est excessivement important, puisque vous voyez la quantité d'informations qu'on est capable de sortir sur ce type de représentation. Donc, généralement, c'est une des premières choses qu'on doit regarder. Elle traduit en même temps la susceptibilité d'une structure, donc face à la résonance, face à la réponse quasi-statique ou face à la réponse inertielle. Et donc, peut-être juste pour donner encore un petit peu plus de détails, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Je prends l'exemple, par exemple, on va prendre un élément diagonal parce que c'est peut-être plus facile pour réfléchir. Mais si je me trouve dans cette zone-ci, qu'est-ce que je peux dire? Je suis à gauche de toutes les fréquences propres et donc je suis dans une réponse qui est une réponse quasi-statique qui est gouvernée par la raideur pour chacun des modes. Si je me trouve dans le voisinage de cette gamme de fréquences-là, je vais avoir une résonance sur le premier mode, mais par contre, on est toujours en réponse quasi-statique sur les deux autres modes, puisqu'on est à gauche de leur fréquence. Ok, etc., etc. On peut progresser de pic en pic, on croise un certain nombre de résonances, et puis qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a passé le dernier pic, on est dans un domaine qu'on va appeler le domaine inertiel, qui est gouverné par la masse, et qui concerne donc chacun des 3 modes. Ok, dernière chose qu'on peut observer ici, c'est la symétrie de la fonction de réponse fréquentielle de H. En fait, c'est une conclusion directe du théorème de Betti-Maxwell, puisque les matrices de raideur, de masse et de viscosité sont toutes les 3 symétriques. Bien sûr, si on les combine linéairement pour construire la fonction de réponse fréquentielle H, et puis qu'on l'inverse, on continue d'avoir une matrice symétrique. Ça veut donc dire que regarder l'amplitude au niveau d'un nœud quand on excite un autre nœud avec une force harmonique revient exactement à exciter le premier nœud avec une force harmonique et regarder le déplacement à l'autre nœud. Ok, alors donc ça c'est pour la fonction de réponse fréquentielle. Si maintenant on a envie de regarder la réponse qui serait la réponse de la structure, donc on a écrit x de oméga, un vecteur qui contient 3 composantes, 3 fois 1 est égal à h de oméga fois p. Donc on doit prendre le vecteur des sollicitations, 3 fois 1
qui dépend donc de oméga, H qui est 3 fois 3, chacun des éléments est fonction de la fréquence. D'accord? Donc on a une représentation pour H qui est similaire à ce que j'ai représenté ici au-dessus. Bien en fait, si on fait ça, voilà ici rien d'autre que le vecteur x qu'on pourrait obtenir sous une sollicitation qui est la sollicitation représentée là-bas. P2 égale 0, P1 représenté dans le domaine fréquentiel par cette courbe-là. D'accord? Donc on a une sollicitation qui est relativement importante ici, qui est représentée par son P1 de oméga, et le P3 de oméga, il est représenté là-bas. On a en réalité la même excitation, elle est juste 10 fois plus petite. D'accord? Donc grand P de oméga, comme je l'écris, en fait ne s'écrit rien d'autre que P1 de oméga, 0, et P3 de oméga. Voilà. Et donc, si on fait le calcul, bon, bien sûr, ici, il faut le faire numériquement, parce que c'est un peu compliqué de le faire analytiquement. Si on fait le calcul donc, de H fois P, et que le calcul donc, du produit de cette matrice fois ce vecteur, je vous invite à le faire. Vous avez tous les éléments en main pour calculer ce produit-là. Bon, on n'a malheureusement pas énormément de temps pour le faire ensemble, mais ceux qui sont vraiment intéressés peuvent le faire. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on est capable donc, de calculer x1, le déplacement du premier étage. Je les montre ici en valeur absolue. x2 et x3. Je dis en valeur absolue parce qu'en fait, ce sont des fonctions complexes. La phase du nombre complexe va représenter le déphasage par rapport à la sollicitation. Ok, et j'ai envie de dire, quand on a obtenu ces trois nombres-là, le problème de l'analyse dynamique est terminé. Si vraiment, on a envie d'avoir une représentation temporelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut appliquer là-dessus la transformée de Fourier inverse. Et la transformée de Fourier inverse, elle va nous donner quoi? Mais elle va nous donner x1 de t, x2 de t et x3 de t. Une évolution au cours du temps sous l'effet de la sollicitation qui est considérée. Et alors, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Bien, on voit en réalité que le déplacement du troisième étage est plus grand que celui du deuxième, qui lui-même est plus grand que celui du premier. C'est logique, parce que si on regarde la sollicitation qu'on a considérée, on a une excitation dans le domaine temporel, on le comprend peut-être mieux comme ceci, qui est relativement courte. La période de la sollicitation, vous voyez ici, elle s'apparente à 0,1 seconde. Donc ici, je vais l'appeler TD, parce que c'est vraiment une sollicitation impulsionnelle. C'est la durée de la sollicitation. Elle dure environ 0,1 seconde. Et cette période-là, ben, elle est relativement courte par rapport à la dynamique de la structure. On avait calculé des pulsations propres de l'ordre de 8, juste ici en dessous, des pulsations propres de l'ordre de 8 radians par seconde, si mes souvenirs sont bons pour le premier mode. Donc ça veut dire une période de l'ordre de 1 seconde. Ok, donc cette sollicitation rapide fait en sorte qu'on a effectivement plus d'amplitude au niveau du troisième étage qu'au niveau du premier étage. Et alors aussi une chose intéressante, c'est que le déplacement du troisième étage, bien, en fait si on le regarde, je change un tout petit peu l'épaisseur de la mine, si on le regarde, en fait on aurait tendance à dire, bah oui, lui en fait il se comporte vraiment comme un système, comme une réponse qui correspondrait à celle d'un système à 1 degré liberté. Donc pendant une durée de 0,1 seconde, on a une excitation puis on a une réponse libre. On voit bien qu'on a quelque chose qui ressemble à un système à 1 degré liberté, mais pas tout à fait quand même. Donc si je calcule le résidu, vous voyez qu'on est tantôt au-dessus, tantôt en dessous, tantôt au-dessus, tantôt en dessous, etc. etc. Ça veut dire qu'en fait, il y a un deuxième mode qui apparaît et que je suis obligé de superposer deux modes pour représenter le déplacement du troisième étage. Bien en fait, ce qu'on voit dans le signal temporel ici, il est directement traduit par ce qu'on voit dans le domaine fréquentiel. On a le premier mode qui est ici, et on a le deuxième mode qui apparaît là-bas. Le troisième, on a une échelle logarithmique, d'accord? Donc le troisième ici, il est à un niveau qui est significativement plus bas. On est quasiment 1 ordre de grandeur en dessous du premier pic. D'accord? Donc avec quasiment deux composantes harmoniques, on a représenté la réponse de deux composantes harmoniques. Je vais les appeler comme ça ici. En fait, ce sont deux modes. On a quasiment attrapé ou modélisé correctement la réponse du troisième étage. Si on regarde maintenant la réponse au deuxième étage, ben, regardez à votre avis, combien de degrés de liberté faut-il pour représenter ça? Vous avez compris, une composante harmonique. Et pourquoi une seule composante harmonique? Bien, on le comprend dans le domaine fréquentiel. Il n'y a pas de deuxième mode, vous vous souvenez?
le deuxième étage est un nœud du deuxième mode, donc là, on doit nécessairement avoir 0. Ici, on continue d'avoir un ordre de grandeur plus bas, et donc c'est logique qu'en fait, la réponse temporelle s'apparente à la réponse d'un système à 1 degré de liberté. Parce qu'à ce nœud-là, donc au deuxième étage, on ne voit quasiment que la réponse du premier mode. Puis alors, si on veut aller voir plus bas, on peut descendre au premier mode. Et si je descends dans le premier mode, c'est la même chose. C'est fort similaire à ce qu'on avait pour le premier étage. C'est fort similaire à ce qu'on avait pour le troisième étage. La différence, c'est quoi? C'est que l'amplitude dans le mode 3, dans le mode 2, donc de la deuxième composante, il a un ordre de grandeur qui est similaire à celui de l'amplitude à celle de l'amplitude dans le premier mode. Donc vous voyez qu'ici on a deux niveaux d'amplitude qui sont similaires, ce qui donne ce pattern où la composante fondamentale et la fluctuation autour de la fondamentale ont la même amplitude par rapport au pattern qu'on a ici pour le déplacement de l'étage numéro 3, où en réalité on avait quelque chose qui s'apparentait davantage à un système à 1 degré de liberté. Ok, donc voilà vraiment le type d'analyse qu'on peut faire quand on a des réponses comme ceci d'un système à plusieurs degrés de liberté. Je pense personnellement que même si dans la tête de chacun, voir et réfléchir à partir de signaux dans le domaine temporel, c'est quelque chose de plus facile parce qu'on voit une évolution au cours du temps, mais en réalité, on ne peut vraiment comprendre correctement la physique d'un problème que si on a vraiment compris ce qui se passe dans le domaine fréquentiel. Okay, en dynamique linéaire, nécessairement, c'est obligatoire de passer par là. C'est là qu'on va comprendre le nombre de composantes harmoniques, les amplitudes de ces composantes, etc. etc. Chose qui n'est pas nécessairement évidente, surtout, j'ai envie de dire, même pour un néophyte ou au stade d'apprentissage, n'est pas nécessairement évidente quand on regarde juste un signal temporel comme celui-là. Okay, et croyez-moi, je sais que ça prend beaucoup de temps et énormément d'années pour pouvoir être capable de voir un signal temporel et en tracer quasiment et directement la transformée de Fourier. Ok. Une petite vidéo. Je vais essayer de l'intégrer dans la présentation. Alors, analyse maintenant dans le domaine temporel. Donc, une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne dans le domaine fréquentiel avec la fonction de réponse fréquentielle, h, de oméga, on va essayer de voir comment on peut faire pour généraliser la notion de fonction de réponse impulsionnelle. Alors, pour faire ça, je vais aller très vite. De nouveau, je vais prendre un maximum de raccourcis, puisque si on a bien compris comment ça marche pour le système à 1 DDL, on saura comment ça marche pour le système à plusieurs degrés de liberté. Alors souvenez-vous ce qu'on a fait, on avait pris l'équation du mouvement, on a intégré l'équation du mouvement sur un laps de temps qui va de 0 à delta t, où delta t est très petit, et on va le faire en réalité tendre vers 0. Qu'est-ce qui va nous rester au membre de gauche? Il va nous rester ici une variation de la vitesse, qui va nous donner m fois la vitesse en 0+. Okay, je vous renvoie directement vers tous les justificatifs qu'on a pu mettre en place dans le cas du système à 1 degré de liberté. Ici, c'est une variation du déplacement qui est nulle. Ici, c'est une intégrale du déplacement qui est nulle. Donc au membre de gauche, on a bel et bien uniquement ce qui nous reste. Et au membre de droite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un vecteur avec les impulsions, qui sont les impulsions correspondantes aux sollicitations en chacun des degrés de liberté. Donc si la matrice de masse n'est pas singulière, on a la possibilité d'inverser le système, et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Donc directement après des impulsions qui sont des impulsions de Dirac collectées dans un vecteur I et appliquées en tous les degrés de la structure, eh bien on a simplement une réponse qui est une réponse libre avec un déplacement nul et une vitesse initiale qui est donnée par l'expression qui est là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la matrice de masse est singulière? On a vu dans les modélisations éléments finis que si on utilisait un modèle de masse concentrée, on avait une matrice diagonale, on a simplement mu L demi 0, mu L demi 0. Donc cette matrice, elle est singulière. Mais en réalité, l'inversion qui est là-bas ne peut pas être réalisée. Et cette inversion, en fait, on la réalise uniquement sur les degrés de liberté qui sont alimentés en masse. Donc on mettra une vitesse initiale qui est nulle pour tous les degrés de liberté en rotation, mais par contre pour tous les degrés de liberté en translation, on calculera alors l'inverse de ce système-là.
Ok, et donc, qu'est-ce qu'on a? On a simplement par extension de la réponse impulsionnelle pour le système à 1 degré liberté. On voit que la réponse impulsionnelle HIJ, c'est la réponse du degré liberté I quand on envoie une force impulsive unitaire, donc je veux dire par là un Dirac, appliquée au degré liberté J, HIJ, la réponse du degré liberté I, quand on met un Dirac au degré liberté J. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Même raison que tout à l'heure, HIJ est égal à HJI. Ce sont des conséquences du théorème de Betti-Maxwell, parce que toutes les matrices structurelles qui rentrent dans notre problème sont symétriques. Alors quand on a un système à 1 degré liberté, on avait vu que l'intégrale du Hamel s'exprimait sous cette forme-là. Donc si maintenant on considère une force arbitraire appliquée au degré liberté J et uniquement au degré liberté J, donc on a une force pour le moment qui n'est appliquée qu'à ce degré de liberté-là. Donc cette force-là, on peut la décomposer comme une séquence d'impulsions, et donc l'intégrale du Hamel s'applique. Donc ça veut dire que si on veut regarder la réponse au degré de liberté I, on va faire quoi? On va devoir faire une convolution de la fonction de réponse impulsionnelle IJ et de chacune de ces petites impulsions élémentaires qui viennent les unes derrière les autres, donc des PJ dt. Donc ça fonctionne quand on a uniquement une sollicitation au degré liberté J. Pour quelle raison? Parce que HIJ, c'est la réponse en I quand on a une force en J. Ensuite, on peut répéter la même opération pour toutes les forces appliquées en chacun des degrés liberté. Puisque le problème est linéaire, okay, je vous rappelle qu'on se limite et on s'attarde à la modélisation des problèmes de dynamique linéaire. Le problème de superposition s'applique. Le théorème de superposition, le principe de superposition s'applique. Et on peut donc dire que la réponse du degré de liberté I s'obtient en fait comme une somme de ces intégrales. On peut intervertir les opérateurs de somme et d'intégrale pour autant que les résultats existent. Donc on voit qu'on a une intégrale d'une somme. Et cette somme-là, en fait, on ne voit rien d'autre qu'un produit matriciel. Et donc, on peut simplement réécrire sous un format matriciel ce qui est écrit là-bas. Et on vient de voir quoi? On vient de voir ici qu'on a généralisé à la version à plusieurs degrés de liberté l'intégrale de Duhamel. Donc, ce qu'on connaissait sous cette forme-là, avec des scalaires, en fait, on peut l'étendre avec des matrices. D'accord? J'en parle pas plus sur le plan théorique. Un petit exemple. Je ne vous parle pas non plus de la façon dont on peut calculer la fonction h. Vous pouvez par exemple la calculer facilement ici. Ce n'est pas la manière la plus efficace d'un point de vue calcul, mais vous pourriez simplement, donc, pour le système à 3 degrés de liberté, donc 1, 2 et 3, mais vous pourriez simplement appliquer un Dirac à la fonction 1 et regarder le déplacement du degré de liberté 1, du degré de liberté 2 et du degré de liberté 3. Ok, qu'est-ce qu'on voit? On voit que potentiellement le degré de liberté 3 va un tout petit peu plus haut que le degré de liberté 1. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait impliquer une sollicitation unitaire au degré de liberté 2, regarder la réponse du degré de liberté 1. Ok, je vous rappelle que ce sont les deux mêmes. La réponse au DDL2 et la réponse au DDL3. La forme de la réponse, vous voyez, elle est assez symptomatique, dans le sens où, par exemple, la réponse du degré de liberté 2, quand je sollicite uniquement ce degré de liberté-là, est quelque chose qui s'apparente à une réponse harmonique à 1 degré de liberté. Donc, ceci, évidemment, est à mettre en relation avec ce que je viens d'expliquer il y a quelques minutes. Et si maintenant on sollicite le degré de liberté 3, avec une sollicitation qui est un Dirac, d'accord? Donc, je vais dire que ceci, c'est le temps et ça, c'est P de t. Vous avez compris ce que je voulais dire? C'est delta de t. Eh bien, on va calculer ceci comme déplacement au degré de liberté 1, 2 et 3. Et alors là, de nouveau, qu'est-ce qu'on peut voir? On s'en doute un petit peu, je dirais ici, c'est relativement intuitif, que l'amplitude du déplacement au niveau du degré de liberté 3, quand on le sollicite lui-même, est bien plus important que l'amplitude du déplacement du degré de liberté 1 quand on le sollicite lui-même. Alors on va paraître aussi autre chose que certains d'entre vous ont remarqué en faisant l'exercice exploratoire, c'est que vous voyez quand on excite le degré de liberté 1, donc l'étage le plus bas avec un choc, c'est exactement la troisième des sollicitations que j'avais faites dans notre petite vidéo sur les exercices exploratoires. Et vous voyez qu'on a plus de faculté à exciter les modes à haute fréquence. Ici, vous voyez bien que la période est relativement courte. Ça veut dire qu'on a réussi à exciter un mode à plus haute fréquence. Chose qu'on a eu du mal à faire dans l'excitation au niveau du 3e degré de liberté, dans le sens où un maximum de la réponse qu'on voit apparaître est une réponse qui est une réponse
dans un mode fondamental parce qu'elle s'associe à une période qui est une période plus longue. Ok, donc ça, ce sont les fonctions de réponse impulsionnelle. Donc de nouveau, on a une matrice qui est une matrice 3 x 3. Donc 1, 2, 3 fois 1, 2, 3. On a une grande matrice 3 x 3. Et on a donc une matrice qu'on peut stocker, si on voulait la stocker, dans MATLAB ou dans un code de calcul. N step, le nombre de pas de temps pour lequel on a calculé cette matrice. Et 3 x 3, donc les dimensions du système. Alors si on reprenait le même exemple que l'exemple qui nous a occupé tout à l'heure, donc cet exemple-ci, on part maintenant dans une analyse dans le domaine temporel. Donc on va prendre comme excitation la forme de la valeur de l'évolution au cours du temps de P1 et de P3. D'accord? Donc cette fonction-là et cette fonction-là, qui sont les évolutions au cours du temps. Bien, si on prend ces fonctions-là, qu'on les introduit ici dans notre intégrale de Duhamel, compte tenu de la fonction h, petit h qu'on connaît maintenant, et bien voilà en réalité ce qu'on calcule. On calculera x1 de t, x2 de t, x3 de t. Ce sont les réponses de la structure sous la sollicitation qui est imposée. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire? À votre avis, si je compare les résultats qui sont là-bas aux résultats qu'on a obtenus tout à l'heure, aux résultats qui sont représentés ici, on obtient en réalité exactement la même chose. D'accord? Il y a une équivalence parfaite entre une analyse dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel. On a exactement la même chose. Ok, donc ça c'est le même principe que pour l'analyse du système à 1 degré liberté. Réponse en temporel égale IFFT, donc transformée de Fourier inverse de la réponse en fréquentiel. Ok, et ça doit être vrai dans tous les cas. Alors, l'analyse pas à pas, donc on a parlé aussi d'une analyse pas à pas avec la méthode de Newmark, mais ça je n'en parle plus. Je vous renvoie vers le chapitre sur les intégrateurs Numerical Integrators, ce chapitre-ci, dans lequel nous avons discuté de la routine Newmark MDDL, qui est une extension simplement de la routine Newmark qui fonctionne pour le système à 1 degré liberté et qui est un outil que vous avez déjà utilisé et donc que vous êtes capable de mettre en place quand ce sera nécessaire. Voilà, donc ceci termine ce que je voulais vous expliquer pour la base nodale. On va couvrir ensuite dans un instant les détails relatifs à la base modale. Et puis les autres bases, bon malheureusement on n'a pas beaucoup de temps pour en discuter dans ce cours-ci. Il faut savoir qu'il existe d'autres types de bases qu'on pourrait utiliser, comme par exemple des bases de Ritz, et qui sont tout à fait similaires en fait aux mêmes formes que ce que vous avez utilisé en appliquant la méthode de Ritz-Galerkin quand vous calculiez les stabilités de Portic. Ok, donc voilà, ceci clôture l'analyse en base nodale. Je passe donc dans un instant à l'analyse en base